On m'a demandé de parler des principaux défis aujourd'hui et de l'impact de l'ONU, des institutions régionales, nationales, et je vais essayer de partir de mon expérience de Burundais et d'Africain. Je vais parler en me basant sur les 5 points. D'abord, la question difficile de la gestion et de la guérison des mémoires, qui n'est pas souvent prise en compte. Je vais revenir sur les causes des crises violentes et de leurs parrains internationaux que vous connaissez. Je vais passer aux défis à affronter qui sont de divers ordres et vous vous rendrez compte que les prendre et les considérer toutes de façon holistique n'est pas une question simple. Quatrièmement, je vais revenir sur les tentatives de réponse qui sont données et voir si ces réponses sont vraiment ajustées à ces causes. Et à la fin, je vais parler du défi éthique, puisque en fait, le problème se trouve là. D'abord, le premier point, la difficile gestion des mémoires. Je viens de la région de l'Afrique des Grands Lacs et je pars de là. Durant ces 57 dernières années, la région de l'Afrique des Grands Lacs a été ravagée par la violence, avec des conflits armés et des guerres très violentes. Cela veut dire que nous avons toute une génération qui a évolué dans la violence meurtrière ou dans le langage des armes. Ceci a eu des effets dévastateurs sur les populations. Beaucoup de vies humaines ont été perdues dans des pays à grand effectif de chrétiens, avec une majorité de catholiques. Des expériences inouïes de violence ont été vécues, notamment avec le génocide au Rwanda en 1994 ou avec la crise sociopolitique qui perdure au Burundi et à l'est de la République démocratique du Congo. Cela veut dire qu'en fait, dire qu'on est chrétien, ça ne veut rien dire si on n'est pas sérieux. À l'image de ce qui s'est passé dans le reste de l'Afrique, cette région a connu de grands déplacements de population avec des pourcentages énormes de réfugiés, de déplacés intérieurs et de migrants vers d'autres continents. Et toutes ces violences rappellent ce qui se passe aujourd'hui au Sud-Soudan, au Mali, ce qui s'est passé en Angola, au Mozambique, en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire et dans beaucoup d'autres pays africains. Et j'imagine que les gens qui viennent d'autres continents pourraient nous faire des témoignages comme nous venons de l'avoir avec les Philippines. Ces violences récentes s'ajoutent à toutes les autres blessures historiques vécues sur le continent avec des voiles de traumatisme qui demandent un accompagnement pour la gestion et la guérison des mémoires. Les différents conflits ont généré des cycles de violence et renforcé le contexte de pauvreté. La question qui demeure est celle de savoir comment prendre en compte la gestion et la guérison des mémoires si on veut casser le cercle vicieux de la violence. Les laboratoires mondiaux aujourd'hui imaginent les mécanismes de justice transitionnelle avec insistance sur le droit à la vérité, sur les violences du passé, la justice réclamée par les victimes, les besoins de réparation des dommages subis, ainsi que la réforme des institutions pour éviter la non-répétition. Mais ces mécanismes sont nouveaux au niveau mondial, initiés par le magistrat français Louis Joinet dans le cadre de l'ONU, mais ça n'a pas encore montré que ça porte des effets, parce que même en Afrique du Sud, où on les a lancés avec la Commission Vérité et Réconciliation, rien ne dit que c'est concluant. Il faut avancer. Et aussi, ces mécanismes ont été imaginés à l'intérieur des frontières nationales comme si le problème était seulement national. Or, pour la région des Grands Lacs,
nous avons toute une région avec beaucoup de pays et ces mécanismes ne peuvent pas jouer. Et les conflits d'aujourd'hui peuvent devenir beaucoup plus régionaux que seulement limités à l'intérieur des frontières nationales. Je passe maintenant au deuxième point, les crises et les parrains. Lors d'un atelier qui regroupait des membres de la famille dominicaine de l'Afrique des Grands Lacs, donc le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, la Tanzanie, Mike Dib s'en souvient puisque c'est lui qui était le grand coordinateur de cet atelier, une série de causes ont été identifiées comme étant à l'origine des différentes crises régionales. On a évoqué la lutte pour le contrôle des terres et des ressources naturelles, la gouvernance politique non démocratique qui se manifeste à tous les niveaux avec l'incapacité des dirigeants de répondre aux besoins des populations. On a parlé du verrouillage de l'espace politique pour éliminer toute opposition et assurer le contrôle économique protégé par un système politique patrimonial entaché de corruption. On a parlé de la manipulation des identités ethniques et nationales et tribales conduisant à des divisions et à la justification d'actions militaires pour imposer la domination d'un groupe ou d'un pays sur un autre. On a parlé de la culture de l'impunité qui provoque la criminalité, la présence d'immenses ressources naturelles dans la région, particulièrement en République démocratique du Congo, avec des minerais stratégiques pour l'informatique, la conquête de l'espace et l'armement, allège l'intérêt des grandes puissances mondiales comme les États-Unis d'Amérique, certains États de l'Europe, la Chine, la Russie et un grand nombre de plus en plus grandissant de pays émergents du Sud, y compris certains pays de l'Amérique latine qu'on retrouve au cœur de l'Afrique. Ces pays sont non seulement intéressés par le commerce des armes, mais aussi provoquent des guerres par l'entremise de pays intermédiaires et aussi d'autres seigneurs de la guerre pour s'assurer d'un contrôle très serré sur les différentes ressources. Comment allons-nous lutter contre ces lions? De nouveaux phénomènes ont vite pris une ampleur considérable, comme le trafic des êtres humains, particulièrement les filles et les femmes, pouvant associer le trafic des organes avec de grands réseaux internationaux. Dans certains pays comme le Burundi ou les pays du Sahel, la situation sociopolitique actuelle manifeste un recours à la combinaison des ressources politiques et religieuses dans la gestion du pays, avec des présidents, des chefs de l'État qui développent un messianisme politico-religieux. Cela peut tenir à la relation entre les églises évangéliques face aux églises chrétiennes traditionnelles. Mais cela joue aussi entre l'islam et les autres sensibilités religieuses. Sous d'autres cieux, nous le savons, le phénomène religieux, s'alliant avec le politique, a pu conduire à de grands réseaux avec le risque que le fondamentalisme, qui caractérise souvent les religions, glisse aussi vers le fondamentalisme politique. L'instrumentalisation de la religion comme une des énergies sociales primaires dans les compétitions politiques peut se révéler être un facteur où les parrainages sont constitués en grands réseaux transnationaux qui sont difficiles à maîtriser, et les conflits autour des ressources naturelles, les trafics humains, ainsi que le recours actuel à la ressource religieuse en politique, manifestent un fonctionnement en constellation de réseaux où penser que l'on peut résoudre les problèmes dans un petit village étant tout seul devient une illusion. Troisième point, les défis à affronter, qui sont de différents ordres. Vous avez le coût humanitaire, avec un grand nombre de morts, de blessés, de déplacés intérieurs, de réfugiés, dans un contexte de dénuement et d'insécurité alimentaire énorme. Deuxièmement, le coût politique, avec isolement des processus mondiaux, désintégration de l'état de droit, corruption
règnent des hommes dits forts. Troisièmement, le coût matériel et économique, financement de la machine de guerre, destruction des infrastructures, boycott économique et touristique. Quatrièmement, le coût écologique, différents désastres écologiques accompagnant les déboisements, les exploitations des ressources naturelles, les effets des vents et de l'érosion. Cinquièmement, le coût social, avec l'éclatement des familles, la cassure des communautés. Les orphelins de guerre, les viols, les problèmes fonciers et d'héritage, la cassure du capital social constitué par la confiance, la réciprocité, la communion dans les valeurs, le sens de la solidarité et le sens d'appartenance. Le coût culturel, avec destruction des trésors historiques, déracinement des populations. Le coût psychologique, avec le stress permanent, traumatisme, dégénérescence humaine liée aux violences domestiques, à l'alcoolisme et à la consommation des drogues. Le coût spirituel, avec la cassure du sens des valeurs et du sens de la vie. Voilà le déficit auquel nous avons à répondre quand nous sommes en train de travailler sur la promotion des droits humains. Et alors, quand on parle de ces organes de l'ONU, régionaux, internationaux et nationaux, ils touchent en fait quel domaine dans tout ça? Et nous voulons toucher quel coup? Quand nous voulons nous engager dans la prédication comme dominicains, nous voulons répondre à quel coup dans cette panoplie qui peut donner du vertige? Ce passif génère un milieu favorable à une fermentation de la violence, en entretenant le cercle vicieux des conflits, surtout que les politiciens peuvent provoquer des incendies à l'approche des périodes électorales. Nous sommes en train de le voir aujourd'hui au Gabon. Le problème ici posé est celui de savoir comment l'ONU, ainsi que les autres institutions nationales, régionales et internationales, prennent en compte ces différents éléments de façon holistique. Et ce problème se complique du fait même que l'ONU et les institutions internationales développent souvent des approches standards qui deviennent des prêt-à-porter sans tenir compte des contextes spécifiques, et cela avec flexibilité. Quatrième point, tentative de réponse, mais avec quel résultat? Pour faire face à ces violences, la communauté internationale a imaginé un recours à une série de mécanismes qui mettent les États et d'autres acteurs politiques devant leurs responsabilités. Nous pouvons évoquer notamment l'examen périodique universel auquel chaque État doit se soumettre dans le cadre du Conseil des droits de l'homme, suivant une certaine périodicité, avec des recommandations visant à l'amélioration de la situation. Nous pouvons parler de la comparution devant les différents organes de la Charte des Nations Unies, dont le Conseil des droits de l'homme et les organes créés au nom des traités internationaux des droits de l'homme. Nous pouvons parler de la citation devant la Cour pénale internationale de l'Haye ou des cours spéciaux, comme le Tribunal pénal international pour la Yougoslavie, le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Nous pouvons parler de la citation devant des organes régionaux, comme la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ou la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y a d'autres types de pressions qui sont mises sur les États afin qu'ils s'acquittent convenablement de leurs obligations internationales et de la promotion et la protection des droits de l'homme. On a parlé de la création de l'Institution nationale des droits de l'homme dans les différents pays, l'institution des médiateurs de la République, ombudsman, qui sont progressivement mis sur pied. Et cela vient compléter le grand travail fourni par différents organes de la société civile pour le monitoring des droits, de la violation des droits de l'homme, mais aussi les institutions internes au niveau des départements ministériels de l'État. Et du côté des confessions religieuses, y compris l'Église catholique, nous avons les commissions justice et paix qui ont été créées et renforcées depuis Vatican II. Et même au niveau de l'ordre, nous avons les promoteurs de justice et paix, nous sommes présents auprès de l'ONU
Et à différentes occasions, en collaboration avec d'autres partenaires, nous avons essayé de jouer un rôle dans la résolution de conflits et la prévention des conflits. Mais comme vous l'avez vu, le travail est laborieux. Et reconstruire après une période post-conflit et entreprendre tout le gros travail de réconciliation demande beaucoup d'énergie. Et comme vous le savez, malgré tous ces efforts, il subsiste toujours une difficulté réelle de pouvoir reconstruire le capital social de façon holistique et aussi de faire la réconciliation non seulement entre les personnes, entre les communautés dans une nation, mais aussi entre les États. Si je vois par exemple aujourd'hui la relation de suspicion et de aide entre le Rwanda et le Burundi, la même relation difficile entre le Congo, République démocratique du Congo, et le Rwanda, c'est dire que la réconciliation ne se fait pas seulement au niveau des individus et des communautés à l'intérieur d'une nation, mais doit pouvoir s'ouvrir aussi entre différentes communautés nationales. Plus lentement, s'il te plaît. Plus lentement, pour la traduction. Je passe au dernier point. Tout rebâtir sur l'éthique. Là, je vais aller lentement puisque c'est là que se trouve le problème. Depuis quelques décennies, le monde est visiblement travaillé par des mutations qui sont de divers ordres et qui conduisent de plus en plus à des crises graves. La plus sensible, vous vous en souvenez, au niveau mondial, aura été la grave crise financière de l'année 2009, qui a ramené les questions éthiques sur le tapis. C'est suite à cette crise que l'on aura vu un économiste averti et très respecté, comme Joseph Eugene Stiglitz, qui connaît bien la Banque mondiale, puisqu'il en a été le vice-président, et qui a reçu le prix Nobel de sciences économiques en 2001. Et Joseph Stiglitz a crié haut et fort que cette crise n'était pas d'abord d'ordre économico-financier, mais qu'elle était d'abord d'ordre moral. Et c'était bien que ça soit dit par un économiste. Il écrivait ainsi. On a beaucoup écrit sur les risques démentiels qu'a pris le secteur financier sur le ravage que les institutions financières ont infligé à l'économie et sur les déficits budgétaires qui en ont résulté. On a trop peu écrit sur le déficit moral implicite qui est apparu au grand jour. Un déficit peut-être encore plus grand que l'autre et plus difficile à corriger. Si l'inlassable quête des profits et l'exaltation de l'intérêt personnel n'ont pas créé la prospérité espérée, ils ont contribué à créer le déficit moral. Fin de citation. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Dans sa lettre encyclique du 22 juin 2009 sur le développement humain intégral dans la charité et dans la vérité, le pape Benoît XVI, que certains n'aiment pas, lui aussi réfléchissait sérieusement sur cette crise économique. À ses yeux, il s'agit d'une crise de la pensée et de la culture, au sens plénier du terme. Je m'excuse, c'est abstrait, c'est pas terre à terre, mais c'est là que se trouve le problème. Reprenant des inquiétudes déjà exprimées par le pape Paul VI en 1967, le pape Benoît XVI affirmait ceci: parmi les causes du sous-développement, il y a un manque de sagesse, de réflexion, de pensée capable de réaliser une synthèse directrice pour laquelle une claire vision de tous les aspects économiques, sociaux, culturels et spirituels est exigée. Cela était vrai en 1967 et ça le reste aujourd'hui. Et ce déficit touche autant les pays riches que les pays pauvres. Sauf que les conséquences sont de loin beaucoup plus dramatiques pour les pays fragiles comme les nôtres. La même préoccupation a été récemment ramenée dans l'opinion internationale par l'encyclique Laudato Si du pape François, et celui-ci montre avec force combien la vision holistique de la vie,
avec un retour à une écologie véritablement humaine est nécessaire pour construire positivement l'avenir du monde et résoudre les problèmes mondiaux à partir de la perspective du pauvre. Et l'ancienne haut-commissaire aux droits de l'homme, Madame Navi Pillay, était elle-même revenue sur cette crise mondiale en souhaitant que les solutions envisagées soient respectueuses des droits de toute personne humaine. Elle le disait ainsi, les gouvernements doivent s'assurer que leurs politiques économiques, en particulier quand elles entraînent de grandes coupures dans les dépenses publiques, ne conduisent pas à la discrimination avec un impact négatif sur la jouissance des droits de l'homme. Par exemple, le droit à un habitat adéquat, à la nourriture, aux soins de santé et l'accès à la justice. Il est crucial de s'assurer que les personnes vivant dans la pauvreté, les migrants, les réfugiés, les femmes, les enfants, les minorités, les personnes vivant avec un handicap et les personnes âgées ne sont pas affectées de façon disproportionnée par des mesures d'austérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le défi en cause chez ces autorités que nous venons de citer est celui d'engager la dynamique d'un développement intégral qui soit respectueux de toute personne humaine dans son écosystème humain, social, culturel et environnemental. Et cet écosystème doit engager des mécanismes de solidarité. Pour compléter ce qui est fait au niveau de l'ONU et des autres institutions internationales, régionales et nationales, afin de répondre aux principaux défis mondiaux des droits humains aujourd'hui, il s'avère donc important de retrouver à nouveau frais la base des principes promus par l'enseignement social de l'Église, le sens du bien commun, la destination universelle des biens, la subsidiarité, la participation et la solidarité. Et cela requiert aussi que nous restions enracinés dans les valeurs de la vérité, de la justice et de la liberté. Vous avez encore 3 minutes. Cela, je ferai moins de 3 minutes. Cela va demander que nous cherchions à définir une façon renouvelée de travailler avec les laïcs, qui doivent être formés dans l'engagement politique comme œuvre d'apostolat, tout en tenant en compte les dynamiques religieuses. Et pour terminer, avant 3 minutes, je pense que les dominicains, nous sommes en train de nous former à être des athlètes qui essaient de courir beaucoup plus vite que les lions d'aujourd'hui, mais je vous le dis, c'est très compliqué.